Quand Stranger Things est sorti, il y a eu une énorme hype, tout le monde en parlait. Mais comme j'avais pas Netflix, je me suis dit bon, je verrai ça quand toutes les saisons sont sorties. Ça devrait pas prendre bien longtemps. C'était il y a 10 ans maintenant. Ainsi, j'ai vraiment découvert cette série il y a 6 mois, je me suis fait les 4 saisons au fur et à mesure, et franchement, pas mal. Mais en même temps, saison après saison, il y a un peu toujours les 3 mêmes problèmes. La série est pas mal, je vais te citer 3 points très positifs, mais également 3 points négatifs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, je vais reprendre les 4 premières saisons, et à chaque fois parler d'un point précis, car finalement, toutes les saisons sont construites pareil. Premier point positif. Ce qui a fait le succès de Stranger Things, c'est son ambiance très années 80. Ça fourmille de détails et de références à la pop culture, il y a plein de musique d'époque, son ambiance est vraiment géniale, à tel point que même le générique, je le passais pas. Niveau sonore, il y a un vrai travail pour retranscrire cette ambiance, et ça pour moi, c'est ça qui a fait son succès. Perso, j'ai eu ma période années 80 américaine, j'ai vu une grande partie des films, donc j'adore ce genre d'ambiance. Surtout les teen movies, je t'en conseillerai plusieurs. Chaque épisode est réalisé par un réal connu, il y a une écriture vraiment très bien faite car ça reprend le style à la Netflix habituel, mais en mieux. Parce que tu sais, c'est genre il se passe un truc au début, au milieu et à la fin pour te pousser un peu à voir l'épisode d'après. Mais en général au milieu, il n'y a pas grand chose pour permettre à tout le monde d'être sur son téléphone en attendant que ça passe. Sauf que là, chaque dialogue, chaque scène sera importante pour suivre l'histoire et ça fait du bien. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tu es sur Netflix et t'as enfin l'impression de regarder une vraie série télé. Mais point négatif, en fait on n'a pas affaire aux véritables années 80, mais plus les années 80 fantasmées décrites dans les films avec une vision d'aujourd'hui. On mixe toute la pop culture autour et on utilise des moyens modernes pour tout retranscrire. On utilise des caméras numériques, des effets spéciaux magnifiques, des décors vraiment nickel, et le tout fait un peu artificiel. Et à leur place, j'aurais poussé le curseur au maximum, j'aurais tourné avec des caméras 35 mm pour casser cette image trop propre. Mais surtout, j'aurais repris le style de mise en scène d'époque. Parce qu'on nous immerge dans cet univers années 80 fantasmé, on met des millions dans des effets spéciaux, mais à côté, on filme tout ça de manière moderne. On abuse des champs contre champs, on cut les plans toutes les 3 secondes, on met des plans épaules à toutes les sauces, ce qui du coup casse un peu le tout car tu la ressens un peu beaucoup trop la modernité. Comme les décors dans les maisons, à chaque fois t'as une moquette vraiment nickel, elle a été posée ce matin. C'est peut-être du chipotage, mais je trouve que quand tu fais un truc, faut y aller à fond. Surtout niveau mise en scène, car c'est pas compliqué de reproduire ce qui se faisait à l'époque en fait. C'était même justement bien plus simple qu'aujourd'hui, car on utilisait moins de plans. Il y a une grosse inspiration des films de John Hughes, mais c'est ça qui faisait la force de ces films, c'est leur simplicité. Il y avait peu de personnages, on faisait des plans à l'arrache et on laisse nos personnages vivre à l'écran comme dans une pièce de théâtre, car ce sont eux qui font le film. Ce qui fait que souvent ce côté trop moderne cassait l'ambiance années 80 et je trouve ça dommage. Et je te conseille Risky Business qui pour moi rassemble vraiment tout ce qui se faisait à l'époque en termes de travail d'image et de mise en scène. C'est vraiment un bijou ce film et c'est un de mes films préférés. Deuxième grand point positif, c'est ses personnages. Ils ont chacun leur style, leurs blagues et leur utilité dans le groupe. Comme beaucoup, mes préférés c'est Dustin et Steve. Surtout les moments qu'ils passent ensemble à partir de la saison 3, c'est un duo qui est vraiment super. 11 aussi, en même temps c'est le centre de la série et je l'ai toujours trouvé très bien et son duo avec Hopper marche bien aussi. Il y a un très bonne équipe dans la saison 1 car on a d'un côté ce petit groupe d'enfants, avec eux c'est toujours mes moments préférés, et de l'autre les adultes faisant eux aussi leur enquête pour retrouver Will. Et avec Winona Ryder c'est un peu marrant de la revoir de nouveau dans un décor années 80, mais maintenant qu'elle a vieilli, j'aime beaucoup cette actrice et je te conseille le film Luca où elle était très jeune. Et c'est un super film quand on connaît pas les coulisses. Apparemment, Charlie Sheen aurait fait des choses entre 2 camionnettes à Cora Haim qui se serait suicidé des années plus tard à cause de ça. Et c'est Sean Astin qui en parle de temps en temps car c'était son meilleur ami. Mais après c'est comme plein de films comme ça où il s'est passé des trucs, c'est que ça te casse un peu la magie du film. Bref, au fur et à mesure des saisons, on rajoute des personnages qui viennent se greffer comme Erika Sinclair qui est ma préférée. Elle est excellente avec toujours des phrases, des punchlines, des trucs super intelligents alors qu'elle est toute petite, elle m'a éclaté. Ou encore Murray, lui aussi il m'a bien fait marrer. Tous les persos ont leur personnalité qui est excellente. Franchement, si on prend tous les persos individuellement, ils sont tous excellents. Mais voilà, va falloir que je sois chiant, mais à force de rajouter un max de personnages, tu te retrouves avec un immense groupe où finalement, on ne profite pas suffisamment de chacun.
Pour moi, Max et Robin sont de trop, car quand t'arrives à la saison 3 et 4, eh bien Will et Mike en deviennent des figurants. Surtout Mike, il y a quoi, peut-être une page de dialogue à tout casser dans la saison 4 ? Alors que c'était censé être le héros de la série à la base. Ce qui rajoute aussi un autre problème, c'est que comme nous avons trop de personnages à l'écran, eh bien aucun n'évolue dans le temps. Tu peux prendre vraiment tous les persos depuis leur première apparition et tu verras qu'aucun n'a évolué. Ils ont mûri, grandi, mais n'ont pas changé. Dustin reste indubitablement le geek qui fait tout, Steve celui qui échoue à tous les combats. Ma grande surprise c'est Hopper, peut-être le meilleur personnage de la série car lui pour le coup, il évolue un peu. Mais cette surabondance de personnages m'a un peu saoulé car je les aime individuellement, mais j'en profite pas du tout car même au niveau rythme, ils refusent de nous donner des épisodes où ils vivent juste leur vie d'adolescent. À chaque fois, à chaque saison, ça démarre par un épisode où ils vivent leur vie, tandis qu'une menace ressurgit lentement en arrière-plan. Mais ça dure juste un seul épisode. Direct fin d'épisode, il se passe un truc et on lance une nouvelle enquête. Laissez-les respirer vos persos. Je regarde pas Stranger Things pour les moments d'action, mais pour ses personnages, car c'est ça le cœur de cette série, c'est son ambiance. Alors donnez-moi des épisodes où les seuls enjeux c'est de savoir si le bal de fin d'année va bien se passer. Et tu te rends compte vite d'un truc, c'est que finalement, la structure de chaque saison sera copiée par rapport à celle de la saison 1. Avec à chaque fois une menace encore plus grosse, mais qui sera réglée grâce à 11. Saison 1 c'est une petite bestiole, saison 2 c'est la grosse bestiole qui pond des petites bestioles et on referme le portail. Saison 3 c'est un plus gros portail et on rajoute des Russes qui sont tellement forts qu'ils ont réussi à construire un complexe souterrain aux États-Unis, mais en même temps ils sont tellement débiles qu'ils portent tous leur uniforme du pays pour bien se faire choper. Après on reste sur Netflix, l'intelligence est aléatoire. Et saison 4, c'est les Russes, plus plein de portails, plus le créateur du monde à l'envers. C'est comme dans Supernatural, tu vois, genre saison 10, on va affronter Dieu. Enfin, que ce soit Dieu ou quelqu'un d'autre, de toute manière, on se fera le boulot parce que, ça aussi. Finalement, ils ont installé le personnage et ils sont bien emmerdés avec ce personnage parce qu'il est trop puissant et que les autres, ça reste des gamins, quoi. Du coup, quels que soient les enjeux, tu sais que 11 va tout régler. Du coup, niveau surprise... Après, voilà, ça reste quand même une très bonne série. Moi, j'ai bien aimé et je suis resté accroché à chaque épisode. C'est pas ça le problème, mais bon. Dans la saison 4, ils ont un peu essayé de régler ce problème en impliquant plus les membres de l'équipe dans la réussite de l'opération. Mais c'est encore léger parce que finalement, les autres membres de l'équipe, c'est surtout devenu des appâts pour que 11 puisse faire le boulot en arrière-plan. Mais j'ai bien aimé cette série, attention, c'est juste que je mets en avant les points dommages dans tout ça. Je conseille évidemment de la voir car c'est pas une énième série Netflix où il ne se passe rien, au contraire, c'est une série que je reverrai avec plaisir. C'est une série d'action, comme il y en a eu plein, c'est assez proche de The 100 en termes de rythme, et on a un peu les mêmes problématiques, c'est-à-dire trop de persos, et à chaque fois, on se sent obligé de mettre une menace principale pour les garder occupés. Sauf que là, le problème avec Stranger Things, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins d'épisodes, donc tu peux moins développer tes personnages. Et niveau incohérence, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs concernant les portails avec le monde d'en bas. Mais... Vu que la saison 5 est pas encore sortie, je préfère pas encore m'avancer, mais si ça se trouve, il y aura une explication toute simple. Je sais pas, c'est comme dans la saison 1, t'as un portail dans un arbre, et dans la saison 2, on referme le gros portail, et moi j'étais en mode, mais il reste le portail dans l'arbre et personne n'en parle. Non, cette série mériterait vraiment plus d'épisodes et une place moins grande de la menace dans tout ça. Dernier point qui est négatif pour moi, mais je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est qu'il s'est passé trop de temps depuis la saison 1. On était censé suivre un groupe d'ados à l'image du film E.T., mais dès la saison 3, ils sont tous déjà adultes. J'ai pas compris les raisons d'ailleurs, alors oui, il y a eu la période du Covid, mais ça explique pas le premier écart de 2 ans entre la saison 2 et 3. Heureusement à chaque fois c'est des bonnes saisons, mais ça met trop de temps à sortir. Enfin on est quand même sur quasiment 10 ans pour 5 saisons, et puis c'est même pas des saisons de 20 épisodes. De ce fait, quel pronostic pour cette saison 5 ? Alors, on se doute bien que cette grande menace sera éradiquée grâce à 11, voilà, ça je pense pas trop prendre de risques en disant ça. Il y a moyen qu'elle perde complètement tous ses pouvoirs en fin de saison, suite au combat, et ça m'étonnerait pas. Ils vont bien sûr essayer de placer une musique iconique dans le lot avec une danse pour Titi et TikTok, comme ce qui avait été fait dans la saison 2 de mercredi, et 11 sera sûrement aidé par d'autres nouveaux personnages ayant des pouvoirs. Parce que ça aussi j'ai trouvé ça bizarre qu'on en parle vraiment vite fait dans la saison 2, et ensuite que dalle, plus rien. Donc à mon avis il y a moyen que ça revienne. Et il faudra évidemment qu'un ou deux persos meurent dans le lot pour faire chialer tout le monde à la fin. Perso, je pense que ce sera Will et Steve. Alors Will parce qu'il a toujours été perturbé depuis son enlèvement,
et Steve car il est dans le triangle amoureux avec Nancy et Jonathan. Il faudra conclure ce triangle, et rien de mieux que la mort d'un des deux mecs pour faire un choix. Pratique. À moins que Nancy meure et que Steve et Jonathan se mettent ensemble. À un moment on l'aura pas vu venir. À moins que Robin se réveille d'un coup et se dise « Bah mince, mais alors, mais je suis hétéro !» Et Steve est tellement sexy avec sa coupe à Stephen Salvatore. Non, ça c'est impossible, surtout connaissant Netflix. Donne-moi tes pronostics en commentaire, et moi je te retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.